Le pouvoir imaginaire. Une série d'émissions enregistrées sur la grande scène du théâtre de l'Odéon à Paris, en partenariat avec Philosophie Magazine. Aujourd'hui, Platon contre la démocratie, ou comment éviter le chaos quand on renonce à la vérité. Invités Fulcran Tesserink, à la lecture Marianne Bassler et Georges Claes, et à la réalisation Rafik Zénine. A priori, politique et philosophie ne sont pas faites pour s'entendre, ce sont de fausses jumelles. La première est myope et la deuxième n'a qu'une longue vue. Philosophie a les mains pures, mais elle n'a pas de mains. Politique s'en lave les mains tous les jours, mais elle n'a pas de savon. La chambre de philosophie est une tour d'ivoire d'où le monde est indolore, paraît-il, et ses remèdes inefficaces. La piaule de politique est un HLM de la mairie de Paris, d'où l'élu dénonce les privilèges dont il ne peut s'empêcher lui-même de jouir. Quand politique se prend pour philosophie, politique emploie de grands mots, qu'elle prend pour de grands remèdes, mais dont elle a oublié le sens. Politique parle et politique ment. Le rejeton qu'elle enfante, né par césarienne, s'appelle alors démagogie. Quand philosophie se prend pour politique, alors philosophie défend de grands projets dont elle a oublié que les hommes n'étaient pas capables. Utopie. C'est ainsi qu'on nomme le gosse de riche dont les beaux vêtements recouvrent les furoncles. Quand politique se prend pour philosophie, elle confond parfois l'explication et l'indulgence. Et elle essaye tellement de comprendre avant de juger qu'elle en vient à tout pardonner, voire à présenter le bourreau comme une victime. On appelle ça parfois sociologie. Quand philosophie se prend pour politique, elle affirme que ce qui importe, ce n'est pas d'interpréter le monde, mais de le transformer. Au risque de casser les doigts des pianistes et de produire 100 ans de servitude, on appelle ça révolution. Quand politique imite philosophie, elle rêve d'un autre monde, ce qui n'engage à rien, mais donne bonne conscience. Le monde alors marche sur la tête et chacun combat pour son esclavage comme s'il s'agissait de sa liberté. Quand philosophie singe politique, elle devient tellement tolérante qu'elle exclut tous ceux qui le sont moins qu'elle. Et elle s'indigne au lieu de se révolter. Et elle s'endort à point levé d'un sommeil injuste que la souffrance d'autrui flatte, sans jamais le troubler. C'est la tête, alors, qui marche sur le monde avec un bruit de bottes et le salut public en guise d'étendard sanglant. Pourtant, quand les deux se tournent le dos, quand elles s'ignorent, quand elle regarde ailleurs, c'est aussi la catastrophe. Politique, devenue science sans conscience, maquillant la faiblesse en pondération, oubliant que la prudence est souvent un risque supérieur au courage, déclare à l'emporte-pièce qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, comme si le problème était l'huile et pas le feu. On appelle ça le respect. Philosophie, scindant la liberté, oubliant qu'il ne faut pas vouloir plus qu'on ne peut sous peine de faire le mal au nom du bien, brade le réel à l'étal de l'idéal et promet, sans que rien ne bouge, des lendemains qui chantent à des citoyens aphones. On appelle ça le changement. Alors, comment organiser, comment aménager le dialogue entre ces deux crétines ? C'est l'unique objet des rencontres que nous vous proposons cette année, dans le cadre du partenariat France Culture Théâtre de l'Odéon, un partenariat fraternel, au cours desquels nous vous parlerons d'Aaron, d'Arendt, de Platon, de Machiavel, de Marx, de Tocqueville et de bien d'autres, mais sans jamais oublier, numéro 1, que le sage est plus libre dans la cité où il vit selon la loi commune qu'au sommet de la montagne où il croit trouver un refuge. Numéro 2, que la meilleure preuve qu'une parole est dictée par l'intérêt général, c'est qu'en général, elle déplaît à tout le monde. Numéro 3, que la politique apprend à la philosophie à penser en se mettant à la place de celui qui gouverne. Numéro 4, que la philosophie apprend à la politique que les gens ne veulent pas toujours être libres autant qu'ils le croient. Numéro 5, qu'il appartient enfin à l'une comme à l'autre, la main dans la main, d'expliquer à 4 millions de personnes la raison pour laquelle, spontanément, elles se sont un beau dimanche retrouvées dans la rue. Et qu'on appelle ça la liberté, ou mieux, la démocratie.
Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Et partout je suis repoussée. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour à la rue, aux bizarres suites d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entrée sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonchée d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore, je dis ma gaieté sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce reste dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux, avec délice, orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée. J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Désabusée. Quand un jeune homme, élevé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans l'ignorance et l'amour du gain, a goûté du miel des frelons et qu'il a fréquenté ces insectes ardents et funestes, aptes à procurer des plaisirs variés de toute espèce et de toute qualité, c'est alors que son gouvernement intérieur commence à passer de l'oligarchie à la démocratie. À la fin, je pense, ils se sont emparés de la citadelle de l'âme de ce jeune homme après s'être aperçus qu'elle était vide de science, de nobles exercices, de maximes vraies, qui sont les meilleurs sentinelles, les meilleurs gardes de la raison chez les hommes aimés des dieux. Alors, sans doute, des maximes et des opinions fausses et menteuses, accourant à l'assaut, se sont emparées de la place des autres. Ce sont elles qui gagnent la bataille et, traitant la pudeur d'imbécilité, elles la poussent dehors et la bannissent. Elles honnissent et chassent la tempérance, qu'elles appellent lâcheté. Elles exterminent la modération et la mesure dans les dépenses en la faisant passer pour rusticité et bassesse, secondée dans leur violence par une forte bande de désirs superflus. Comment vit-il après cela? Je pense qu'il consacre aux désirs superflus autant d'argent, de peine et de temps qu'aux désirs nécessaires. Il établit alors entre les plaisirs une sorte d'égalité et il vit en livrant le commandement de son âme au premier qui se présente, comme si le sort en décidait, jusqu'à ce qu'il en soit rassasié. Puis, il s'abandonne à un autre, et sans en rebuter aucun, il les traite sur le pied de l'égalité. Aujourd'hui, il s'enivre au son de la flûte, demain, il boit de l'eau et s'amaigrit, tantôt, il s'exerce au gymnase, tantôt, il est oisif et n'a souci de rien. Quelquefois, on le croirait plongé dans la philosophie. Souvent, il est homme d'État et, bondissant à la tribune, il dit et fait ce qui lui passe par la tête. Un jour, il envie les gens de guerre, il se porte de ce côté. Un autre jour, les hommes d'affaires, et il se jette dans le commerce. En un mot, il ne connaît ni ordre, ni contrainte dans sa conduite. C'est pour lui un régime agréable, libre, bien heureux qu'une telle vie, et il n'a garde d'en changer. Bonjour, Fulcrant Esfinc, bienvenue. Le second texte qu'on vient d'entendre est de Platon, extrait du livre 8 de la République, dont l'objet, on va en reparler, c'est d'examiner les différentes espèces de régimes ou de gouvernements, parmi lesquels se trouve en mauvaise place le gouvernement démocratique.
Et alors le premier texte, lui, vous l'aurez tous reconnu, est de Beaumarchais, tiré du Mariage de Figaro, qui fut créé ici, dans ces murs, en 1784, sur cette scène. Et il est frappant, c'est la raison pour laquelle on les a mis en miroir à l'orée de cette discussion, il est frappant quand même de constater que l'autoportrait de Figaro, qui exerce tous les métiers en passant de la gaieté au désespoir et du désespoir à la gaieté, ressemble à s'y méprendre au portrait, alors lui sans concession, que Platon propose de l'homme démocratique, dont l'âme versatile est soumise aux premiers plaisirs qui se présentent. Comment comprenez-vous le fait que Platon et Beaumarchais s'entendent à décrire l'homme démocratique comme quelqu'un qui ne tient pas en place, au fond, mais que Platon y voit la fin de tout et le prélude à la tyrannie, alors que Beaumarchais décrit avant l'heure le début d'une aventure politique qui commencera avec la Révolution? Alors, effectivement, il y a un parallèle tout à fait frappant et merveilleux. Comment se fait-il que deux auteurs si distants dans le temps se rencontrent pour décrire la condition de l'homme démocratique? D'abord, je pense qu'il y a une proximité de contexte historique, toute proportion gardée. Il est évident que la cité athénienne n'est pas la France du XVIIIe siècle. Néanmoins, on peut dire que la France s'achemine vers, sinon une démocratie, du moins un régime républicain. Et Platon, quand il écrit, lui, écrit dans une ville qui connaît la démocratie depuis un siècle. Donc il y a une expérience politique qui est bien développée en Grèce, qui s'annonce en France, et les deux... De ce point de vue, d'ailleurs, Platon avait plus d'informations que Beaumarchais sur ce que c'était que la démocratie. En un sens, il a plus de recul, oui, naturellement. Il a plus de recul. Et c'est ce qui lui permet d'ailleurs d'anticiper la catastrophe à laquelle devrait conduire pour lui le régime démocratique, c'est-à-dire la tyrannie, puisque dans son histoire des régimes politiques, il y a une succession de régimes ou de modèles politiques. Vous disiez tout à l'heure que la démocratie, c'est la fin. Non, enfin, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, Ouais. parce que la vraie fin, c'est la tyrannie. C'est la tyrannie. Il y a aristocratie, timocratie, démocratie, Non, oligarchie, démocratie, Voilà. tyrannie. Voilà. Oligarchie, démocratie, tyrannie. Exactement. Mais enfin, Exactement. c'est Il y a quand cinq même, régimes. c'est pour lui, c'est une involution, ça. Ou c'est une régression, oui, enfin une évolution, une régression, une décadence. Et d'ailleurs, il faut avoir bien cela à l'esprit si l'on veut comprendre l'analyse que Platon propose de la démocratie. C'est-à-dire qu'il la voit à partir d'un processus de décadence, mais qui est en partie mythique, puisque le point d'origine de ce processus, c'est ce qu'il appelle l'aristocratie. L'aristocratie, ce n'est pas ce que nous croyons être l'aristocratie habituellement, c'est-à-dire le régime de la noblesse. C'est l'aristocratie au sens étymologique du terme, à savoir le gouvernement des meilleurs, et les meilleurs, comme on le sait sans doute, chez Platon, ce sont les philosophes. Et donc c'est ce régime idéal dont il examine les avatars au cours du temps, tout en sachant parfaitement que ce régime idéal n'a jamais existé. Pardon, excusez-moi, mais quelle idée de penser que les philosophes sont les personnes les plus recommandables sous le point de vue des rapports moraux? Oui, c'est une idée tout à fait curieuse. Alors, il y a une vraie différence, une infinité de différences, par-delà ce point commun stupéfiant qu'on vient d'entendre entre Platon et Beaumarchais. L'une des différences vient du fait que le personnage de Figaro est constamment en butte à la censure de son temps. Tout à fait. Alors qu'il faut le rappeler ici, le livre 3 et le livre 10 de la République, l'un et l'autre, défendent le principe de la censure. Il s'agit de censurer et d'exclure les poètes qui ne jouent pas le jeu d'une paideia correcte, c'est-à-dire qui ne jouent pas le jeu d'une éducation conforme et qui, au lieu de cela, célèbrent des vertus belliqueuses. Donc c'est un grand texte, la République est un grand texte dans lequel, parmi les parricides que commet Platon ou Socrate, l'une des victimes, c'est Homère, pour les raisons que nous décrivons. Comment expliquer cette nuance, cette vraie différence, pour le coup, entre d'un côté alors, le démocrate en but à la censure et de l'autre côté celui qui considère que dans une cité digne de ce nom, en vertu d'une définition précise de la justice, il faut interdire de parole tel ou tel auteur? Alors, ce n'est pas tel ou tel auteur. C'est Homère ou Homère? Non, c'est Homère, et puis, je dirais, tous les poètes. Oui. Mais c'est pareil, Homère et tous les poètes. Homère rassemble, c'est une métonymie. Homère, c'est le nom du poète, et donc c'est le nom des poètes, bien sûr. Il célèbre la colère, il célèbre il célèbre la colère. Alors on pourrait dire encore que lorsqu'il célèbre la colère, ce n'est pas ce qu'il a de plus mauvais, parce que le thumos, le cœur, chez Platon, est plutôt tenu en bonne estime. Ce qu'il a fondamentalement de mauvais, c'est qu'en réalité,
il est quelqu'un qui induit un rapport à soi chez le spectateur, qui a un rapport à soi de représentation. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est appelé à se voir comme un acteur en scène. Et donc, du coup, il perd l'unité fondamentale de son être. Le théâtre, c'est ça qui est dangereux dans la poésie, et surtout dans la poésie tragique, parce que c'est ça, sa cible. Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, pour Platon, Homère, c'est le poète tragique par excellence. Donc, c'est un poète qui a rapport au théâtre. Alors, évidemment, Homère n'a pas été lui-même un compositeur de pièces tragiques, mais dans l'esprit de Platon, il y a une filiation absolument évidente entre Homère, Échille, Sophocle et Euripide. Et de ce point de vue, le procès qui est fait à Homère, c'est le procès qui est fait au théâtre. Et tout théâtre, toute dramaturgie implique du spectateur qu'il s'identifie à l'acteur et qu'il se voit lui-même comme un acteur en scène. Donc il se dédouble. Et ce dédoublant, il perd l'unité fondamentale qui est la sienne, et du même coup, non seulement il peut être l'acteur sur scène, mais il peut être n'importe quel autre acteur. C'est l'homme démocratique, c'est l'homme versatile, c'est celui qui joue à être ceci et joue à être cela. C'est le portrait que nous a fait Figaro tout à l'heure. Il faut revenir un instant sur la définition que Platon donne de la justice. L'enjeu de la République de Platon, c'est de définir la justice, de dire ce qu'elle est. Et d'ailleurs, il est tellement pressé de le faire qu'il commence par discuter de la question de la justice avant de se reprendre en se disant « Attends, on en parle, mais on n'a pas commencé par la définir. » Il faut la définir. Est-ce que, si je devais appliquer la méthode Givaro à la définition platonicienne de la justice, c'est-à-dire où on la fait tenir en le moins de mots possible, je dirais que la justice, selon Platon, consiste à dire chacun selon sa compétence. Est-ce que ça vous convient? Tout à fait. C'est l'application, c'est à chacun ce qui lui est dû, et tout particulièrement à chacun en fonction de son savoir. Vous connaissez le film de Neil Burger qui s'appelle Divergente? Ah non. Je ne suis pas sûr que le public du théâtre de l'Odéon l'ait vraiment vu. C'est un film assez médiocre, mais qui repose, c'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas vu, sur une cité idéale qui est conçue exactement sur le modèle de la République de Platon. Voici comment cette cité fonctionne. Elle est répartie en groupes rigides. Écoutez. Nous avons de la chance d'habiter la ville. Il paraît que la guerre a été terrible, que le reste du monde a été détruit. Nos fondateurs ont construit le mur pour notre sécurité et nous ont répartis en 5 groupes, 5 factions, pour préserver la paix. Les plus intelligents, ceux qui chérissent le savoir et la logique, font partie des érudits. Ils savent absolument tout. Les fraternels cultivent la terre. Ils ne sont que gentillesse et harmonie, toujours heureux. Les sincères aiment l'honnêteté et l'ordre. Ils disent la vérité, même quand on n'y tient pas. Et il y a les audacieux. Ce sont nos protecteurs, nos soldats, notre police. Je les ai toujours trouvés fabuleux. Courageux, intrépides et libres. Certains pensent qu'ils sont cinglés, ce qui n'est pas totalement faux. J'appartiens à la faction des altruistes. Les autres nous traitent de pets secs. On mène une vie simple, désintéressée, vouée à aider les autres. On nourrit même les sans-factions, ceux qui n'ont pas trouvé leur place. Parce que nous sommes au service des autres, on nous a confié le gouvernement. Mon père travaille aux côtés de notre leader, Marcus. Tout fonctionne. Chacun sait quelle est sa place. À part moi. Et oui, à part elle, parce qu'elle est divergente, figurez-vous. Elle est multicompétente. Et ce qui pose des tas de problèmes dans la cité, elle risque d'en mourir. On va entendre, à la lumière de cet éclairage hollywoodien, 2 textes de Platon sur le mythe fondateur de la cité. Marianne Bassler, Georges Claes. Les hommes vivaient à l'origine dispersés et il n'y avait pas de cité. Ils cherchaient bien sûr à se rassembler pour assurer leur sauvegarde en fondant des cités. Mais à chaque fois, ils se comportaient d'une manière injuste les uns envers les autres, de sorte que toujours, ils se dispersaient à nouveau et périssaient sous le coup des bêtes féroces. Aussi Zeus, de peur que notre espèce n'en vînt à périr tout entière, envoie Hermès apporter à l'humanité la vergogne et la justice pour constituer l'ordre des cités et les liens d'amitié qui rassemblent les hommes.
Hermès demande alors à Zeus « Dois-je les répartir de la manière dont les arts l'ont été comme suit ? Un seul homme qui possède l'art de la médecine suffit pour un grand nombre de profanes, ou bien dois-je les répartir également entre tous ?» Zeus répondit que tous prennent part à l'art politique, sinon il ne pourrait y avoir de cité. Et instaure en mon nom la loi suivante, qu'on mette à mort comme un fléau de la cité l'homme qui se montre incapable de prendre part à la vergogne et à la justice. C'est ainsi Socrate, et c'est pour ces raisons que les Athéniens, comme tous les autres hommes, lorsque la discussion porte sur l'excellence en matière d'architecture ou dans n'importe quel autre métier, ne reconnaissent qu'à peu de gens le droit de participer au conseil. Lorsqu'en revanche, il s'agit de chercher conseil en matière d'excellence politique, chose qui exige toujours sagesse et justice, il est tout à fait normal qu'ils acceptent que tout homme prenne la parole, puisqu'il convient à chacun de prendre part à cette excellence. Sinon, il n'y aurait pas de cité. Chez nous, Athéniens, du temps des anciennes lois, le peuple n'était maître de rien, mais il était en quelque sorte assujetti de plein gré aux lois. Il faut exposer depuis l'origine le progrès excessif de la liberté en partant du domaine des muses. À l'époque, en effet, la musique fut divisée en genres et en modes définis. Et il ne fut plus permis de transposer un genre de mélodie en un autre. Et l'autorité en ces matières, pour observer et juger en connaissance de cause et châtier par ailleurs le contrevenant, ce n'étaient ni les sifflets, ni les cris discordants de la foule, comme c'est le cas maintenant. Bien au contraire, il revenait à des hommes qui s'occupaient d'éducation d'écouter l'exécution de ces pièces jusqu'à la fin, tandis que la masse du public était ramenée à l'ordre par le bâton du service d'ordre. Voilà donc suivant quel type d'ordonnance la masse des citoyens acceptait d'être contrôlée en ces matières sans avoir l'audace de faire du tapage pour exprimer son jugement. Mais à mesure que le temps avançait, apparurent des compositeurs qui violèrent les règles du domaine des muses et répandirent sur le compte de la musique ce mensonge suivant lequel il n'y a aucune place pour une quelconque rectitude et que c'est le plaisir de celui qui y trouve sa jouissance qui décidait. La conséquence fut que le public du théâtre se mit à s'exprimer, comme s'il entendait à discerner dans l'art le beau du laid. Et à une aristocratie dans le domaine des muses se substitua une théatrocratie dépravée. Plus terrible encore, la démocratie commença à se répandre chez nous, avec l'opinion que tout homme s'entendait à tout et qu'il pouvait se mettre en infraction parce que chacun avait l'impudence de se croire compétent. Alors le premier texte est un extrait du dialogue de Platon intitulé Protagoras, qu'il faut lire vraiment comme un match de boxe entre deux champions, deux experts. C'est d'ailleurs à l'honneur de Platon d'avoir présenté son ennemi Protagoras sous un jour si favorable. C'est un extrait au terme duquel Protagoras répond par une fable à l'objection de Socrate selon laquelle, contrairement à l'architecture, à la médecine et à tout ce qui est susceptible d'être enseigné, l'art politique ne fait, lui, l'objet d'aucun enseignement. Et Protagoras répond en racontant le mythe de l'homme né dépourvu de tout, sinon du feu, de la pudeur, vergogne, et de la justice. Et on a là un éloge protagoréen de l'apprentissage, de la sagesse collective, qui montre d'ailleurs que les sophistes sont les premiers démocrates, en un sens. Et on peut dire aussi que le premier théoricien de la démocratie, en l'occurrence, c'est Platon. Oui, parce qu'il fait parler Protagoras. Ah, oui. Alors évidemment, on peut présumer que Platon s'est inspiré de ce qu'a dû dire Protagoras par ailleurs, mais en fait, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas les textes de Protagoras. Par ailleurs, ce qu'on sait, c'est que quand Platon reprend les doctrines de ses adversaires, il les remanie complètement, et souvent, il leur donne une force absolument inégalée. En tout cas, incomparable avec celle qu'elles pouvaient avoir dans leur origine. Il fait pareil avec Aristophane. Ah, Aristophane, qui est à l'origine, enfin, l'un de ceux qui sont à l'origine de la condamnation à mort de Socrate, se voit raconter dans le banquet le mythe de ces deux êtres, enfin de la moitié d'orange, de la moitié de soleil, de l'amour comme complétude de l'autre,
de façon extraordinaire. Alors il a le hoquet, mais on lui pardonne. Je veux dire, c'est quand même... Platon a cette élégance de donner à ses adversaires de belles paroles. Oui, il y a une générosité platonicienne, et on peut dire aussi qu'au-delà même de la générosité, il y a une polyphonie platonicienne. Et, ouais, enfin, il n'est pas d'accord. Ah, c'est à voir. C'est à voir. Parce que, alors, bon, il faut d'abord reconnaître que le statut de ce texte est absolument exceptionnel dans l'Antiquité. Parce qu'on a quelques textes, peu nombreux, on en a quelques-uns chez les poètes. Je pense à Euripide, je pense aussi aux Perses d'Échille, qui défendent la démocratie. On a aussi, bien sûr, l'éloge funèbre d'Athènes, par Thucydide. On a aussi quelques fragments, enfin quelques parties d'Hérodote, un débat constitutionnel qui met en valeur la démocratie. Mais on a peu de textes, on n'en a même aucun qui aille jusqu'à l'anthropologie qui est indispensable au gouvernement populaire. Et l'anthropologie dont la démocratie a besoin, c'est Protagoras dans le mythe de Prométhée qui nous l'offre. Et donc, évidemment, c'est Platon qui est à la manœuvre derrière tout cela. Et donc, pourquoi est-ce que cette anthropologie est fondamentale pour la démocratie? Parce que, évidemment, il s'agit de justifier le fait que chacun intervienne ou puisse intervenir pour donner son avis dans les affaires publiques. Ce que Socrate, le Socrate de Platon, conteste et combat, malgré tout. Fulcran. Oui, non. Enfin, comment non? Socrate disait lui-même qu'il faisait de la politique en parlant avec tout le monde. C'est bien aussi que, dans une certaine mesure, tous ceux à qui il s'adressait étaient en mesure de lui répondre. Allez, on continue dans cette exploration justement de la querelle entre Platon et les démocrates. Vous allez voir que certains démocrates ne sont pas toujours présentés à leur avantage. C'est notamment le cas de Calliclès, un interlocuteur redoutable de Socrate. C'est dans un dialogue formidable qui s'appelle le Gorgias. Calliclès contre Socrate. Georges Claes contre Marianne Bassler. La philosophie, Socrate, te donne du plaisir si tu t'y attaches avec mesure dans ta jeunesse. Mais si on s'y emploie plus qu'il ne convient, c'est la ruine des hommes. Car on devient ainsi complètement ignorant des lois qui sont celles de la cité et des discours dont il faut user lorsqu'on fréquente les assemblées des hommes, tant privées que publiques, des plaisirs et des désirs humains. Et en un mot, on devient totalement ignorant des usages. Et alors, lorsqu'on se trouve impliqué dans quelque affaire privée ou politique, on devient la risée de tous, tout comme sont risibles, me semble-t-il, les hommes politiques lorsqu'ils viennent se frotter à vous et à vos raisonnements. J'éprouve à l'égard de ceux qui philosophent à ton âge quelque chose de tout à fait semblable à ce que j'éprouve à l'égard des vieillards qui zozotent et s'amusent comme des gosses. Ça paraît risible, indigne d'un homme et digne de coups de fouet. Mais maintenant, si, t'ayant arrêté, toi ou un autre de tes semblables, on te jetait en prison en disant que tu as commis une injustice alors que tu n'en as commis aucune, tu sais bien que tu serais incapable de prendre tes affaires en main, mais serais bien plutôt pris de vertige et demeurerais bouche bée, ne sachant que dire. Puis amené au tribunal et confronté à un accusateur tout à fait malveillant et odieux, tu serais condamné à mort pour peu qu'il lui prenne l'envie de réclamer ta mort. Mais en quoi diable est-ce sage, Socrate, une technique qui, prenant quelqu'un doué d'une bonne nature, produit un homme pire, impuissant à se porter secours à lui-même, dépouillé par ses ennemis de tout ce qui fait son être, une vie tout à fait dénuée d'honneur dans la cité. Quelle méthode veux-tu donc que je choisisse pour prendre soin de la cité? Dois-je combattre les Athéniens afin de les rendre les meilleurs possibles, comme fait un médecin, ou les servir et chercher à leur complaire? Dis-moi la vérité, Calliclès, car il est juste que, comme tu as commencé par être franc avec moi, tu continues à dire ce que tu penses. Eh bien, je te conseille de les servir. À ce compte, c'est au métier de flatteur, mon noble ami, que tu m'appelles. Et ne me répète pas ce que tu m'as dit déjà maintes fois, que je serai mise à mort par qui voudra, si tu ne veux pas qu'à mon tour, je te répète que ce sera un méchant qui fera mettre à mort un honnête homme. Tu me parais bien confiant, Socrate,
de croire qu'il ne t'arrivera rien de semblable parce que tu vis à l'écart et que tu ne seras pas traîné devant un tribunal par un homme peut-être foncièrement méchant et méprisable. Je serais effectivement bien sot, Caliclès, si je ne croyais pas que dans cette ville, n'importe qui peut avoir à souffrir un jour ou l'autre un pareil accident. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que si je parais devant un tribunal et que j'y cours un des risques dont tu parles, celui qui m'y citera sera un méchant homme. Car jamais homme de bien n'accusera un innocent. Et il n'y aurait rien d'étonnant que je fusse condamné à mort. Veux-tu que je te dise pourquoi je m'y attends ? Oui, certes. Je crois que je suis un des rares Athéniens, pour ne pas dire le seul, qui s'attache au véritable art politique, et qu'il n'y a que moi qui le pratique aujourd'hui. Comme chaque fois que je m'entretiens avec quelqu'un, ce n'est point pour plaire que je parle, mais pour viser au plus utile et non au plus agréable, et que je ne puis me résoudre à faire ces jolies choses que tu me conseilles, je n'aurai rien à dire devant mes juges. Je serai jugé comme le serait un médecin accusé par un cuisinier devant un tribunal d'enfants. Vois en effet ce qu'un pareil accusé pris au milieu de tels juges pourrait alléguer pour sa défense si on l'accusait en ces termes. « Enfant, l'homme que vous voyez vous a souvent fait du mal à vous-même et il vous donne des breuvages très amers, vous force à souffrir la faim et la soif, au lieu de vous régaler, comme moi, de 1000 choses exquises et variées. Que crois-tu que pourrait dire le médecin pris dans ce guêpier ? S'il disait ce qui est vrai, je n'ai fait tout cela, enfant, que pour votre santé. Quelle clameur crois-tu que pousserait de tels juges ? Ne serait-elle pas violente ? Socrate serait, impitoyablement traité, à la façon d'ailleurs du philosophe qui retourne dans la caverne après avoir vu la lumière du soleil et qui se voit déchiré par ses contemporains qui ne supportent pas la vérité, qui ne supportent pas qu'on ne leur plaise pas, qu'on ne tente pas de leur plaire. Le dialogue entre Caliclès et Socrate est ici passionnant parce qu'au fond, la vision du monde de Caliclès est une vision qui, dans l'exercice du pouvoir, met celui qui exerce le pouvoir en situation d'esclavage, à l'endroit de ceux envers qui il exerce le pouvoir. Et celui qui exerce le pouvoir se voit imposé par la nécessité de plaire à ceux qu'il gouverne. Oui et non, parce qu'effectivement, Caliclès, c'est manifestement quelqu'un qui est à l'école des sophistes et qui, par conséquent, fait confiance à sa parole pour maîtriser la foule et obtenir d'elle le pouvoir qu'il réclame. Mais il faut avouer que dans le portrait qu'en fait Platon, il y a une forme d'ambiguïté. Certes, Platon le tire vers le flatteur, vers le démagogue, vers celui qui ne peut que caresser le peuple dans le sens du poil. Après avoir dit d'ailleurs qu'il fallait ne penser qu'à soi. Hein. C'est la même chose, voilà, en vérité d'ailleurs. Mais il y a aussi, dans le portrait platonicien de Caliclès, un tout autre aspect, qui est l'homme de la puissance, hein, l'homme de l'affirmation de soi, hein, celui qui cherche à satisfaire ses désirs et à se proposer, je dirais, les désirs les plus élevés aussi, dans une certaine mesure, pour se rendre la tâche pratiquement plus difficile et jouir davantage de ses plaisirs parce qu'il aura surmonté des obstacles plus grands. Et cet aspect-là de Caliclès est, je dirais, tactiquement négligé par Socrate. Hein. Donc je trouve que le portrait de Caliclès est un portrait qui donne les moyens au lecteur de ne pas totalement adhérer à la réfutation qu'opère Socrate de Caliclès. Du reste, Caliclès est-il réfuté, oui et non, parce qu'au bout d'un certain temps, il se retire de la discussion socratique, ça ne l'intéresse plus. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le Gorgias est un dialogue aporétique, faute de combattants. C'est-à-dire qu'à un moment, Caliclès déserte la scène, il ne veut plus répondre. Il ne veut plus répondre, ça ne l'intéresse pas, à la façon de Orgon qui ne veut pas répondre quand on lui dit que Tartuffe est hypocrite ou quand on lui rappelle qu'il a donné sa foi à un prétendant de Marianne. Et c'est celui qui il déserte la scène, il ne veut plus répondre. Mais le dialogue entre Caliclès et Socrate est un dialogue très important. Enfin, les enjeux politiques sont considérables. S'il fallait le résumer, je dirais que Caliclès, c'est celui qui ne veut pas séparer la force de ce qu'elle peut et qui considère qu'autant que possible, il faut qu'elle s'exprime. Hein. Oui. Socrate, c'est celui qui lui objecte qu'il vaut mieux subir une injustice, par exemple, que la commettre. Bien sûr. Et que le sort de celui qui se fait prendre parce qu'il a tenté un coup d'État est préférable à celui qui réussit. Et c'est ce qu'il s'attache à démontrer à Polos, à Gorgias
et à Calliclès, qui sont trois interlocuteurs quand même assez puissants. Mais l'enjeu derrière cela, c'est est-ce qu'on discute en vue d'une vérité ou est-ce qu'on abjure la vérité au profit du simple calcul de son intérêt? Au fond, l'enjeu derrière cette discussion n'est jamais que cela. L'homme démocratique, perspective platonicienne, c'est celui qui fait le calcul de son intérêt. Socrate, c'est celui qui, dans la discussion, justement, maintient la discussion, ne déserte jamais la discussion, parce qu'il fait de la discussion la construction d'un objet commun. Il n'essaie pas d'avoir raison de son adversaire. Oui, oui, bien sûr, on peut identifier l'homme démocratique à l'homme de l'intérêt. Alors, c'est chez Platon un tout petit peu plus complexe que ça, parce que l'homme de l'intérêt, c'est l'oligarque. Hein. Le problème du démocrate, c'est que l'oligarque et le démocrate sont... Ah, ils sont parents. Voilà. Mais ils sont parents comme le père est parent avec le fils. Et entre le père et le fils, il y a souvent... Qui est le père? L'oligarque. L'oligarque est le père du démocrate. Et entre le père et le fils... Et le fils du démocrate, c'est le tyran. Le fils du démocrate est le tyran. Okay. Voilà. Mais il y a des renversements. C'est-à-dire qu'il y a renversement entre l'oligarchie et la démocratie, comme il y a renversement entre la démocratie, régime de la liberté, et la tyrannie, régime de la servitude. Je précise, l'oligarchie, c'est le régime de l'intérêt, c'est le régime du calcul, c'est le régime même du prêt, parce que ces oligarques qui ont institué ce régime censitaire sont en même temps des gens qui ont promu le prêt à intérêt. Historiquement, c'est vrai. Ça a ruiné une partie de la population athénienne et ça a expliqué une grande partie des luttes sociales à Athènes. Bon. Et ce sont donc des gens qui sont très attachés à la liberté de commerce, à la liberté surtout de céder les biens et de les acheter. Donc du même coup, c'est ça qui constitue l'enjeu principal de leur gouvernement. En revanche, le démocrate, pourrait-on dire, c'est celui qui n'a même plus un intérêt personnel. Il n'a que des intérêts épisodiques. Ça correspond à ce que nous disions tout à l'heure. Au portrait du début. Portrait, hein. Le Figaro platonicien. Le Figaro platonicien. Il peut tout faire, y compris faire de la philosophie. Voilà. Sauf que c'est évidemment un désir d'emprunt et pas un désir naturel. Et il n'a pas de désir naturel. Le problème du démocrate, c'est qu'il n'a plus de désir naturel parce qu'il n'a plus de nature. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a plus de nature? Parce que chez Platon, il y a trois aspects dans la nature humaine. Il y a une division de l'âme qui... à laquelle correspond un ordre de la cité, d'ailleurs, voilà, un ordre politique. Voilà. Il y a isomorphisme entre Exactement. l'individu et la cité. C'est important, ça. Il y a une isomorphisme. Et la justice, nous disions tout à l'heure que c'est le fait de mettre les philosophes au pouvoir, parce que c'est respecter la hiérarchie naturelle entre trois instances, qui sont aussi trois instances psychiques, qui est l'instance de la raison, l'instance du thumos, du courage, du cœur, et l'instance des appétits. L'oligarque, c'est l'homme des appétits. L'homme de la timarchie, c'est évidemment l'homme de la guerre, c'est l'homme de l'honneur, c'est l'homme du courage. Évidemment, le philosophe, qui est l'homme de l'aristocratie, c'est l'homme du savoir. Mais une fois que vous avez fait le tour de ces trois fonctions, vous avez épuisé toutes les fonctions possibles dans la cité. Produire, savoir, défendre. La démocratie qui arrive, c'est une démocratie où plus aucune des fonctions naturelles n'est assumée par la partie dirigeante de la cité. Je voudrais revenir un instant sur cette filiation de l'oligarque au démocrate. Bon, vous avez précisé, parce qu'il faut avoir cette nuance en tête, c'est important aussi, que le démocrate ne se réduisait pas à l'oligarque, pas plus que le fils ne se réduit au père. Néanmoins, il y a un lien de parenté. Est-ce que de ce point de vue, le sentiment de défendre la démocratie, quand on lutte contre ce qu'on appelle l'oligarchie, est un sentiment que Platon ratifierait ou qu'on pourrait contester à la lumière des textes de Platon? Avant de répondre à cette question, je voudrais qu'on entende un extrait, la voix de Marine Le Pen, parlant justement de l'oligarchie. Écoutez. La France est à l'agonie économique, mais elle ignore l'origine profonde de sa maladie. Signe des temps, au moment même où notre pays connaît l'une des pires crises de son histoire, il perd son illustre et unique prix Nobel d'économie qui avait donné les clés pour le guérir. En effet, Maurice Allais avait dans l'indifférence générale depuis des décennies, seul contre tout l'ostracisme de la nomenclature politicienne au pouvoir, démontré la folie de la mondialisation. À cet égard, en qualité de responsable politique, je me sens modestement le devoir aujourd'hui de reprendre le flambeau de Maurice Allais pour dénoncer le secret bien gardé de l'oligarchie qui détruit délibérément la prospérité de notre pays depuis les années 70. Ce féodalisme budgétaire et monétaire hallucinant a déjà été condamné dans le plan anticrise du Front National le 27 février 2009.
il est un problème politique de première importance et doit être révélé à nouveau à toute l'opinion publique française pour lever la confusion sur la raison principale de la destruction de notre économie et du désordre monétaire mondial. Les dirigeants politiques de tous bords, l'Union européenne, le FMI, ne cessent de culpabiliser les citoyens sur le montant de la dette due, nous dit-on, à trop de social, trop de santé, trop de services publics, etc. Mais au fond, examinons quel est le péché originel qui a fait basculer soudainement la France des 30 glorieuses à celle des 40 piteuses. La vérité est que la dette publique française est d'abord due aux intérêts cumulés exorbitants payés. 37 milliards d'euros en moyenne par an, payés aux marchés financiers mondiaux sur lesquels nous avons été obligés d'emprunter depuis près de 40 ans. Pourquoi ? Parce que l'infâme loi du tandem Pompidou-Giscard du 3 janvier 1973, entérinée par l'article 104 du traité de Maastricht, puis confirmée par le traité de Lisbonne, a privé la France de son droit régalien de battre monnaie par la création monétaire de la Banque de France pour offrir aux banques d'affaires privées le droit illégitime d'émettre du crédit payant pour l'État. N'est-ce pas le désir insatiable de ce que la démocratie regarde comme son bien suprême qui cause aussi sa ruine, à savoir la liberté? Ce bien, tu entendras dire dans une cité démocratique que c'est le plus beau de tous et que pour cette raison, c'est la seule cité où un homme libre puisse habiter. Mais quand une cité démocratique, assoiffée et enivrée de liberté, tombe sur des chefs qui savent mal lui servir à boire, elle les met en accusation et les châtie comme des criminels et des oligarques. Et s'il est des citoyens qui sont soumis aux magistrats, on les bafoue et on les traite d'hommes serviles et sans caractère. Mais les gouvernants, qui sont semblables aux gouvernés, et les gouvernés, qui sont semblables aux gouvernants, voilà les gens qu'on vante et qu'on prise. N'est-il pas inévitable que dans un pareil état, l'esprit de liberté s'étende à tout et qu'il pénètre dans l'intérieur des familles? Le père s'accoutume à traiter son fils en égal et à craindre ses enfants. Le fils s'égale à son père et n'a plus ni respect ni crainte pour ses parents parce qu'il veut être libre. Dans une pareille cité, le maître craint et flatte ses élèves et les élèves se moquent de leur maître, comme aussi de leur gouverneur. En général, les jeunes vont de pair avec les vieux et luttent avec eux en parole et en action. Les vieux, de leur côté, pour complaire aux jeunes, se font badins et plaisants et les imitent pour n'avoir pas l'air chagrin et despotique. Et c'est partout de même un débordement de liberté. Or, tu conçois quelles graves conséquences ont tous ces abus accumulés. C'est qu'ils rendent les citoyens si délicats qu'à la moindre apparence de contrainte, ils se fâchent et se révoltent, et ils en viennent à se moquer des lois écrites ou non écrites, afin de n'avoir absolument aucun maître. Fulcran, reprenons un tout petit peu les choses, parce que c'est compliqué et je crois que c'est passionnant. Le lien entre l'oligarque et le démocrate, la critique contemporaine, classique, Marine Le Pen n'en a pas le monopole d'ailleurs, de l'oligarchie au nom du peuple, et la description que Platon propose, Socrate propose, puisqu'on est dans la République, on est dans le livre 8, là où il décrit l'homme démocratique comme cet homme versatile, la description que Platon fait d'un esprit démocratique qui, se répandant dans les familles finalement, détruit la société en bouleversant les places. Quel lien, comment démêler tout cela? J'ai l'impression, quand j'ai entendu Marine Le Pen là tout à l'heure, effectivement, d'entendre un décalque un peu médiocre de Platon. C'est vrai que Platon signale ce lien entre démocratie et oligarchie, en précisant que la démocratie se constitue à la fois, je dirais, en filiation avec l'oligarchie et en rupture avec l'oligarchie. Et de ce point de vue, l'idée de la rupture, elle pourrait être commune avec ce que suggère Marine Le Pen. Mais là où Platon n'est pas du tout dans la même perspective, c'est qu'il y a une filiation, évidemment. Hein, c'est qu'il y a une filiation. Et, pour le dire très clairement, ça veut dire que si on applique le diagnostic platonicien, au fond, on reconduit l'oligarchie en prétendant lutter contre elle? Alors, d'une certaine façon, ce qui donne la tyrannie, peut-être? C'est-à-dire que le malheur démocratique,
c'est que la démocratie ne survit que par l'affrontement permanent à l'oligarchie. Et on ressuscite l'oligarchie pour faire vivre la démocratie. C'est ce que raconte Platon très précisément dans le livre 8. Alors, il faut bien comprendre que les démocrates sont, au sens strict, des gens qui n'ont plus de véritable fonction dans la cité. Et ce sont des gens de loisirs, ce sont des surnuméraires. Ce sont aussi ce que Platon appelle les frelons ou les faux-bourdons. Hein. C'est-à-dire que, comme dans une ruche, ils consomment sans produire. Bon. C'est les 35 heures. Oui, c'est les 35 heures, ou ça pourrait même être dans la perspective, disons, contemporaine, ça pourrait être ceux qui sont les enfants des oligarques et qui vivent de leur rente, qui dépensent sans être en mesure encore de produire. Parce que l'oligarque, lui, avait quand même une forme de discipline. Il y a chez Platon, par exemple, un portrait de l'oligarque, c'est presque un portrait wébérien de la... Celui qui a une vocation d'entrepreneur. Hein. L'entrepreneur capitaliste, avec l'austérité qui va avec. Hein. Sauf que, évidemment, chez Platon, il n'y a pas l'arrière-fond religieux qu'il y a chez Weber. Hein. Il faut rappeler, que dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Max Weber indexe le protestantisme et son austérité d'ailleurs sur le projet de développer une entreprise. Il considère qu'au fond, c'est une sécularisation du protestantisme que le désir de produire une entreprise, que c'est une façon de vivre son élection, pour le dire très voilà. Simplement. Alors, il n'y a pas de question d'élection, évidemment, chez Platon, mais Platon dit, au fond, si on veut accumuler, hein, il faut être discipliné. Il faut être rigoureux, il faut être travailleur. Hein. Et ça, ce sont les vertus de l'oligarque. Donc l'oligarque, dans une certaine mesure, c'est quelqu'un qui sait se tenir. Mais c'est quelqu'un qui sait se tenir parce qu'il a un intérêt. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui sait se tenir parce qu'il a du cœur ou parce qu'il a un savoir, mais c'est parce qu'il a un intérêt. Bon, son fils n'est plus capable de se tenir. Lui dépense ce que son père a accumulé. Bon, ça devient, de ce point de vue, un faux bourdon. Et puis, il y a ce peuple qui est en partie ruiné par la logique du prêt à intérêt. C'est dit en toutes lettres. Bon. Et les deux... on est ici au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'est dire à quel point les problèmes ne sont pas nouveaux quand même. Non. Il y a des constantes dans l'histoire. Voilà. Et même économiquement, c'est pas seulement en philosophie, pas seulement en morale. Je veux dire que Platon dise « il vaut mieux subir une injustice que la commettre », c'est un débat que chaque individu peut avoir avec lui-même à toutes les époques et on peut le comprendre. Mais que les enjeux économiques soient les mêmes, c'est stupéfiant. Vous savez que dans le livre 8, Platon dit... Et que ce soit en Grèce que ça se passe, pardon. L'oligarchie grecque refuse une mesure qui eût été pourtant très utile, ne serait-ce que pour sa propre préservation, pour qu'elle ne dégénère pas en démocratie, qui aurait été de faire que le prêt soit au risque du prêteur. Et donc il dit, si la justice était organisée de telle manière que on sanctionne le prêteur parce qu'il prête de l'argent à quelqu'un qui n'est pas solvable, eh bien le prêt à intérêt ne risquerait plus d'entraîner la faillite de certains. Voilà. Et donc du coup, nous n'accroîtrions pas le nombre de gens ruinés qui viennent grossir le démos, lequel, évidemment, dans une sorte d'antagonisme plein de ressentiment à l'égard des oligarques, promeut un régime égalitaire qui va lui permettre de tirer un petit peu du miel, c'est la formule qui est utilisée de la ruche oligarque, et va pouvoir meubler ses loisirs. Voilà. Mais est-ce qu'on peut considérer de ce point de vue que la guerre du démos contre les oligarques produit la tyrannie ? Oui, parce que cette guerre, elle est dans la démocratie, elle subsiste. Parce que la démocratie... en tout cas telle que l'a décrit Platon, n'est pas une démocratie radicale qui supprime l'oligarchie. Il y a bien sûr quelques meurtres au départ de l'oligarchie, mais les choses se calment et les deux parties trouvent un modus vivendi. Et le passage à la tyrannie sera précisément lié au fait que l'on va ranimer la guerre et que du coup on va créer un leader, un protecteur du peuple, lequel de proche en proche deviendra tyran. Quel est le bon usage à faire, selon vous, de la République ? Comment lire la République ? Parce que la lecture de la République a été préemptée pendant très longtemps, ce texte de Platon extraordinaire, dont on a lu 3 extraits du livre 8, pas seulement, mais bon. Ce texte a été préempté par ceux qui, dans le sillage, par exemple, de Karl Popper, s'attachaient à voir, dans un livre de Karl Popper qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis », s'attachaient à voir la République de Platon comme la matrice du pire, au fond, la matrice de toutes les tyrannies. Et puis, il y a d'un autre côté ceux qui, hyper démocrates, adhéraient à la critique platonicienne de la démocratie, en disant qu'au fond, la critique que fait Platon de la démocratie, il l'a fait au nom du peuple, non pas la totalité des citoyens, mais la masse qui, pour l'heure, est lésée et à qui il apprend comment se déprendre de cela. Pour le dire très vite, Alain Badiou.
comment lire la République hors du procès d'intention social-démocrate façon Karl Popper ou de la réécriture, il faut bien le dire quand même, façon Alain Badiou, Fulcran? Peut-être qu'on pourrait lire la République en sachant qu'effectivement Platon est un ennemi de la République, de la démocratie, et savoir que souvent les ennemis de la démocratie sont les meilleurs analystes de la démocratie. Je veux dire, le regard de la haine est un regard souvent plus perçant que le regard de l'amour béat. Donc oui, c'est un ennemi féroce de la démocratie, mais c'en est peut-être l'analyste le plus exact, le plus précis, en tout cas de l'expérience grecque, et au-delà de l'expérience grecque, je dirais de la vie démocratique en tant que telle. Je pense que le portrait, par exemple, qu'il fait de l'homme démocratique survit très largement au contexte grec qu'il a inspiré. Il y a des échos tout à fait frappants entre la psychologie de l'homme démocratique et la psychologie de l'homme moderne. Donc oui, c'est un ennemi de la démocratie. Oui, probablement que la démocratie reste à défendre. Si vous me demandez personnellement mon avis, je serais plutôt un partisan protagoréen de la démocratie, avec cette idée qu'elle repose non point sur le caprice individuel, mais sur un sens commun. Mais qui n'est pas la vérité. Qui peut y tendre. Qui pourrait y tendre. C'est-à-dire que je ne... Bon, alors évidemment, si on rentre dans le relativisme protagoréen, il n'y a pas de vérité. D'accord. Dans le mythe de Protagoras, la question, je dirais, du relativisme n'est pas soulevée. C'est nous qui l'importons de l'extérieur. Donc on pourrait à la limite prendre le mythe sans prendre le relativisme. D'accord ? Et de ce point de vue-là, on pourrait défendre la démocratie sur des bases tout à fait protagoréennes, voilà, en préjugeant la possibilité qu'un débat démocratique puisse être aussi un débat qui fasse parfois droit à la vérité. On va écouter, on a pu s'en apercevoir en écoutant, vous écoutant Fulcran, et en écoutant aussi nos acteurs, Georges Claes et Marianne Bassler, à qui il est naturel que nous laissions le mot de la fin. En l'occurrence, c'est un montage de texte que nous devons à Julien Tricart et qui est vraiment malin, vous allez vous en apercevoir. Je vous laisse d'ailleurs méditer sur ce montage de texte. Le dernier mot revient aux acteurs. Socrate parle à ses juges et Robespierre, d'une certaine façon, en fait autant. C'est son ultime discours, celui du 26 juillet 1794. Ils vont mourir l'un et l'autre, Socrate le sait, Robespierre le refuse, ils se ressemblent pourtant. Même intégrité, même liberté en un sens, sauf que Socrate regrette ses expériences politiques, alors que Robespierre persiste et signe. Et puis après tout, Socrate était le meilleur des hommes et Robespierre voulait l'être, ce qui n'est pas du tout la même chose. À vous. Sachez-le, Athéniens, si j'avais entrepris de me mêler aux affaires de la cité, il y a longtemps que je serais mort. Il n'est en effet personne qui puisse rester en vie s'il s'oppose franchement à votre assemblée et qu'il cherche à empêcher que nombre d'actions injustes et illégales ne soient commises dans la cité. En voyant la multitude des vices que le torrent de la Révolution a roulé pêle-mêle avec les vertus civiques, j'ai tremblé quelquefois d'être souillé aux yeux de la postérité par le voisinage impur de ces hommes pervers qui se mêlaient dans les rangs des défenseurs sincères de l'humanité. Laissez-moi vous raconter ce qu'il m'est arrivé. Vous verrez ainsi que je n'ai fait de concession à personne au mépris de la justice par crainte de la mort, même si, en ne cédant pas, je mettais ma vie en péril. Il est de fait que moi, Athénien, je n'ai jamais exercé aucune magistrature, sauf celle de membre du conseil. Et il se trouva que la tribu antiochide, à laquelle j'appartiens, exerçait la prytannie au moment où vous vouliez juger en bloc les 10 stratèges parce qu'ils n'avaient pas recueilli les hommes qui étaient tombés à la mer au cours du combat naval. Procédure illégale, comme un peu plus tard, vous l'avez tous reconnu. Ce jour-là, je fus, moi, le seul des prytanes à m'opposer à vous pour empêcher que rien ne soit fait d'illégal et à voter contre la proposition. Peuple, souviens-toi que si dans la République la justice ne règne pas avec un empire absolu, et si ce mot ne signifie pas l'amour de l'égalité et de la patrie, la liberté n'est qu'un vain nom. Peuple, toi que l'on craint, que l'on flatte et que l'on méprise, toi, souverain reconnu, qu'on traite toujours en esclave,
Souviens-toi que partout où la justice ne règne pas, ce sont les passions des magistrats, et que le peuple a changé de chaîne et non de destinée. Je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner. Que peut-on objecter à celui qui veut dire la vérité et qui consent à mourir pour elle? Et bien que les chefs politiques me menaçaient de dénonciation et de prise de corps, ce à quoi vous les invitiez à grands cris, j'estimais que je devais courir des risques en me rangeant du côté de la loi et de la justice, plutôt que de me ranger, par crainte de la prison ou de la mort, de votre côté à vous, qui vouliez commettre une action injuste. Cela se passait au temps où la cité vivait encore sous un régime démocratique. Révélerons-nous les abus cachés? Dénoncerons-nous les traîtres? Que ferons-nous donc? Notre devoir. Disons donc qu'il existe une conspiration contre la liberté publique, qu'elle doit sa force à une coalition criminelle qui intrigue au sein même de la Convention, que cette coalition a des complices dans le comité de sûreté générale, que des membres du comité de salut public entrent dans ce complot. Quel est le remède à ce mal? Punir les traîtres, renouveler les bureaux du comité de sûreté générale, épurer ce comité lui-même et le subordonner au comité de salut public, épurer le comité de salut public lui-même et écraser ainsi toutes les factions du poids de l'autorité nationale pour élever sur leur ruine la puissance de la justice et de la liberté. Tels sont les principes. Ils m'appellent tyran. Si je l'étais, ils ramperaient à mes pieds. Je les gorgerais d'or. Je leur assurerais le droit de commettre tous les crimes et ils seraient reconnaissants. On arrive à la tyrannie par le secours des fripons. Où courent ceux qui les combattent? Au tombeau et à l'immortalité. Quel est le tyran qui me protège? Quelle est la faction à qui j'appartiens? C'est vous-même. Quelle est cette faction qui, depuis le commencement de la Révolution, a terrassé les factions, a fait disparaître tant de traîtres accrédités? C'est vous, c'est le peuple, ce sont ses principes. Voilà la faction à laquelle je suis voué et contre laquelle tous les crimes sont ligués. Vous êtes vous-même les plus lâches de tous les tyrans, vous qui calomniez la puissance de la vérité. Que prétendez-vous, vous qui voulez que la vérité soit sans force dans la bouche des représentants du peuple français? Bravo les acteurs. L'émission que vous venez d'entendre a été enregistrée sur la grande scène du Théâtre de l'Odéon le 24 janvier 2015 dans le cadre de notre série Le pouvoir imaginaire, proposée et animée par Raphaël Antoven en partenariat avec Philosophie Magazine. On se retrouve dimanche prochain de 16h à 17h pour la suite de ces réflexions sur la politique avec une discussion autour de Machiavel et des éventuelles vertus du cynisme en compagnie de Jean-Louis Fournel. On se retrouve aussi samedi, si vous le souhaitez, de 16h à 17h toujours, pour une rediffusion du Gai Savoir qui vous accompagne tout l'été. Enfin, on se retrouve en ligne sur le site de France Culture, à la page du pouvoir imaginaire ou bien du Gai Savoir, où vous attendent téléchargements et bibliographies. Un grand merci pour le Théâtre de l'Odéon, à Marilène Boulan, Luc Bondy bien sûr, et à toute l'équipe technique de Pascal Bramy. Et pour France Culture, à Virginie Noël, Sandrine Trainer et Olivier Poivre d'Arvor pour leur présence et leur soutien constant, et bien sûr Rafik Zénine. Merci à Alice Ramon, évidemment, et Julien Tricard, sans qui ces émissions n'auraient pas vu le jour, à notre lecteur Georges Claes, et merci à notre lectrice Marianne Bassler. Merci Fulcran Tesserink. Dans quelques instants, retrouvez Une vie, une œuvre sur France Culture, Martin Kénéen.